Pendant des années, je me suis convaincue que j'avais trouvé l'homme parfait. Il était impeccable, pas de scandale, pas de trahison, pas de boisson supplémentaire. Avocat à succès, il savait toujours quoi dire, comment me faire sentir en sécurité. Même les discussions étaient rares, juste des silences glacials que j'interprétais comme de la maturité. Relation adulte, me vantais-je. Pas de drame, pas de scène. Tout s'est résolu rationnellement. Mais le temps a révélé une cruelle vérité, je ne vivais pas avec un homme, mais avec un masque. Chacun de ses gestes était calculé, chacune de ses paroles répétée. Quand je tombais malade, il m'apportait des médicaments avec la précision d'une horloge, s'enquérant de mon état avec la froideur d'un médecin de garde. Ses yeux, cependant, ne reflétaient jamais d'inquiétude, juste un vide formel. Un câlin? Jamais. Au lieu de cela, une tâche accomplie, imaginaire et rayée d'une liste. Jusqu'au diagnostic, une tumeur, peut-être maligne. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas pleuré. Il a juste ajusté sa cravate et a dit d'une voix calme, « Nous allons nous en sortir. Laisse-moi m'occuper de tout. » Et il a pris soin. En 3 jours, un dossier impeccable sur mon bureau, procuration, testament mis à jour. Au cas où, expliqua-t-il, comme s'il s'agissait d'un détail bureaucratique. Après tout, nous sommes une famille. C'est logique d'organiser les choses. J'ai signé, abasourdi par la peur de la maladie, par le brouillard de l'incertitude. J'avais confiance. Après tout, c'était mon mari. Mon refuge. C'est du moins ce que je croyais. Jusqu'à ce que les signes commencent. Des téléphones oubliés sans silence, des fragments de conversation, pas longtemps, elle est plus faible, c'est bien. J'ai commencé à enregistrer en secret, en fouinant dans mes emails. Jusqu'au jour où il m'a proposé un verre d'eau avec des cachets. J'ai fait semblant de le boire, j'ai attendu qu'il parte et j'ai tout jeté dans l'évier. J'ai pris les restes pour analyse. Résultat, des substances qui provoquaient léthargie, dépression, apathie. Il ne voulait pas me tuer, juste faire de moi l'ombre de moi-même. Docile. Contrôlable. Inoffensif. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase était cette nuit-là. Je me suis réveillée avec la sensation d'un regard qui s'appesantissait sur moi. Dans l'obscurité, sa silhouette restait immobile au bord du lit, à l'observer. Les minutes s'éternisaient. « Que fais-tu » murmurai-je, ma voix se cassant. Il se pencha, presque affectueusement, et murmura, « Tout sera bientôt fini. Et tout ira bien. » C'est ton sourire qui m'a fait courir. Le lendemain, alors qu'il allait acheter du pain, je me suis enfuie. Littéralement. Mon pyjama caché sous un manteau, mon portable à la main et le cœur battant, j'ai appelé Marina, ma seule alliée. « Viens. » Maintenant, fut tout ce qu'elle dit. Je suis restée cachée une semaine, sans mettre les pieds dans les hôpitaux, sans laisser de traces. J'ai changé de puce, inventé un nouveau nom. Grâce au contact de Marina, j'ai réussi à me faire soigner dans une clinique privée, sous une fausse identité. Le médecin, un vieil ami de sa famille, a compris sans rien demander. Je savais que tout ce qui est légal n'est pas juste. Au monde, je suis mort, complications du traitement, désir d'intimité, pas de réveil. Il a même arrangé un corps anonyme à la morgue, soudoyé des fonctionnaires et falsifié des documents. Il a organisé des funérailles vides. Mais le destin a des ironies. L'un des employés de la morgue, Victor, était mon camarade de classe. Vous ne me reconnaîtriez pas tout de suite sans mon nom sur les journaux. Quand j'ai vu ma photo, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai prévenu Marina. Elle a contacté un enquêteur de confiance, son mari travaillait au bureau du procureur. Nous avons tendu un piège. Caméra, micro. Et puis, le jour où il est allé dire au revoir à mon supposé cadavre, on a tout enregistré. Il s'est tenu devant le corps, a ri et a dit, « Voici votre maison, vos millions. Profitez-en. » Il a sorti de sa poche le testament que je n'avais jamais signé tout à son nom, appartement, entreprise, assurance. Il l'a placé dans la main de la morte, convaincu que c'était moi. Maintenant, c'est à moi. Tout est cool, tout est beau.
Les caméras ont capturé chaque mot. Chaque confession. 2 jours plus tard, la police l'a emmené. Il n'a pas résisté, comme s'il ne croyait toujours pas que son plan allait s'effondrer. Au commissariat, il insiste, c'est une erreur. Elle m'a donné procuration. Je n'ai fait qu'exaucer ses souhaits. Es-tu sûr qu'elle est morte? A demandé l'enquêteur. Son visage pâlit. J'étais à l'enterrement. Montrez le certificat. Nous avons vérifié, ont-ils répondu. C'était une autre femme. Nous avons des preuves, des témoins. Et nous avons une survivante. C'est à ce moment-là que je suis entrée. Vivant. Pâle, avec des cheveux courts mais raides. J'ai déposé les vrais documents sur la table et j'ai déclaré, je m'appelle Olga Lukina. Je n'ai jamais signé ce testament. Ils ont essayé de m'éliminer. Il resta immobile, ses lèvres tremblantes sans émettre un son. C'est un canular, balbutie-t-il. Un théâtre. C'est vous qui avez écrit le scénario, répondis-je. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que le public soit plus intelligent. Le procès a duré 2 mois. Les preuves étaient irréfutables, tentative de meurtre, faux, escroquerie, profanation de cadavres. Il ne me regardait même pas au tribunal. Cependant, je l'ai observé. Pas de haine. Parce que la haine s'était déjà dissipée, remplacée par un calme inquiétant. Une liberté que je ne connaissais pas. J'ai vendu l'entreprise qu'il essayait de voler. J'ai acheté une maison à la campagne, j'ai adopté un chien. Et chaque fois que je passe devant le miroir, je répète les mots qu'il a dit à mon cadavre, voici votre maison, vos millions. Mais maintenant je le sais, mon plus grand trésor, ce ne sont ni les murs ni les comptes bancaires. C'est moi. Entier. Vivant. Enfin gratuit.